Continuity, on est un partenaire technologique pour les assureurs. On est 100% spécialisé sur les métiers du dommage, pro, TPE, PME, immobilier. Et ce qu'on fait, c'est en fait utiliser l'IA et l'open data pour aider les assureurs à qualifier plus vite les risques à la souscription et surtout mieux les suivre dans le temps. Je pense que notre proposition de valeur principale, c'est de vous aider à résoudre cet énorme problème que 15% des contrats ne correspondent pas au plus à la situation des assurés. Voilà, et on fait ça avec de la tech. Super. Donc moi, Arthur Desnouveaux, donc j'ai un titre à rallonge, mais l'idée chez Covea, c'est que je regarde beaucoup les sujets de transformation et donc d'innovation, même si j'y reviendrai après. C'est pas un mot sur lequel on se focalise trop chez Covea en tant que tel. Et pour rappeler quand même qui est Covea, parce que le nom est connu, mais on oublie un peu ce qu'il y a vraiment derrière. Il y a ces 3 grandes marques, la MAF, bien sûr, MMA, GMF. Il y a aussi d'autres marques, notamment le Finistère, Covea Affinity, qui fait de l'assurance affinitaire avec les constructeurs automobiles, Covea PJ, qui est le numéro 1 de la PJ en France. Et donc, en fait, c'est un groupe qui, en France, a une empreinte beaucoup plus large que juste le Yard. Et notamment, on a pu travailler avec Continuity parce qu'on est gros sur le pro et l'entreprise. En plus de ça, on a fait l'acquisition d'un réassureur qui s'appelle PartnerRe. Et donc le groupe Covea, et c'est important quand on parle d'Open Innovation, c'est un groupe qui est constitué de beaucoup de marques qui ont des problématiques propres, souvent des SI hérités d'une histoire qui est différente de celle des autres parties de chez Covea. Et donc ça nous challenge sur la manière de faire de l'innovation. Merci Arthur. Pour poursuivre justement sur Covea, alors comment est-ce que vous organisez la complémentarité entre les différentes approches d'innovation ? Chez Covea, on a une vision de l'innovation qui n'est pas très centralisée. On a essayé plusieurs choses. À une époque, on a eu un lab, puis on n'a plus eu de lab. En ce moment, on a une direction de la transformation à laquelle on a adjoint le mot innovation. Mais l'idée, c'est quand même de laisser l'innovation à la main de tout à chacun et de se dire qu'avoir une grande direction de l'innovation, c'est à la fois très inhibant et très déresponsabilisant. Et donc l'idée, c'est d'être capable de laisser dans les métiers les envies d'innovation, mais d'avoir une toute petite structure très agile qui est capable de venir apporter une expertise, parfois un budget, parfois d'aller faire les présentations pour répondre à une problématique, mais de se dire qu'en tout cas dans un grand groupe avec des problématiques tellement différentes, si on essaye d'avoir une solution centralisée qui règle tout, et ben en fait on est incapable d'innover. Et donc vraiment, notre idée quand on parle d'Open Innovation, c'est surtout de faire, moi je dirais plutôt de la Citizen Innovation. C'est-à-dire de donner le pouvoir aux gens qui ont vraiment une problématique, de l'exprimer, de commencer à essayer de la résoudre et d'ensuite aller chercher des ressources en interne qui sont capables de faire un jeu de puzzle qui peut être soit purement interne, soit avec des sociétés qui nous font à 100% la solution, soit à peu près tout ce qui peut se faire entre les deux. Merci. Alors du coup, quels sont selon vous les facteurs clés de succès pour cette collaboration entre start-up et groupes d'assurance ? Benoît peut-être ? C'est vrai que donc, nous, c'est notre métier de faire des partenariats avec des assureurs, donc on commence à connaître. Sur la partie facteur clé, je pense que le premier, il est avant tout, est-ce qu'on répond à un besoin métier bien identifié ? On a beau être une équipe avec une très grande majorité de gens tech, ils sont toujours un peu choqués quand je leur réponds qu'on ne vend pas du logiciel, mais qu'on apporte des réponses à un problème. Et donc c'est avant tout ça, c'est quand même est-ce qu'on est capable d'arriver à expliquer un besoin métier précis. Je sais pas, vous voulez savoir combien il y a d'immeubles en arrêté de péril dans votre portefeuille, vous voulez savoir combien il y a d'artisans du bâtiment qui ont fait x3 en chiffre d'affaires depuis la dernière fois que l'agent ou le courtier les a revus. Donc avant tout c'est ça. Et ensuite, je trouve qu'il y a plusieurs critères à respecter. Le test idéal pour démarrer, c'est quand même quelque chose qui prend 0 bande passante côté assureur dans un monde idéal et qui nécessite aucune intégration IT. Ça, c'est un peu, je veux dire, c'est le prérequis. Donc, il faut être capable. Un bon POC, c'est quelque chose qui permet de prouver qu'on apporte de la valeur sans devoir être sur la roadmap IT et en prenant le moins de ressources possible côté métier. Et donc, pour ça, voilà, il y a des prérequis qu'on doit nous faire côté partenaire. C'est arriver avec des plans d'assurance sécurité, conformité GDPR, etc., qui sont déjà bien packagés, au niveau, des contrats qui sont aussi qui arrivent très équilibrés pour qu'il y ait peu de négociations, en fait, qu'on puisse démarrer ces POC très vite. Et voilà, je pense dire pour un peu la meilleure manière de rentrer, je vais dire, c'est un peu ces sujets-là, c'est répondre à un vrai problème, peu de bande passante IT, peu de bande passante métier.
Et nous, en miroir, évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que nous, le plus important au début, c'est d'avoir une expression de besoin très claire. On ne va pas pouvoir se permettre de faire des POC et de changer 3 fois de direction et de faire des pivots comme le font les structures agiles. Donc nous, ça commence vraiment par une idée de à quelle problématique je veux répondre, dans quel délai et finalement comment ça va s'insérer dans mon système global. Si nous, on n'a pas fait ce travail-là au moment où on commence à parler à une InsurTech, bah en fait, c'est pas la peine. Parce qu'on va faire un nombre d'allers-retours complètement incroyable, on va essayer de se convaincre que la solution qu'ils nous apportent, c'est en fait le problème auquel on voulait répondre, et ça ne fonctionne pas. Donc la première idée, c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table, ce qui chez nous peut être beaucoup de personnes, parce qu'il faut qu'on ait dès le début l'idée que le POC peut être industrialisé. On n'a pas vocation à garder tout un tas de petites initiatives vivantes. Ce n'est pas possible avec la complexité de nos systèmes d'information. Et donc, si on veut vraiment transformer, si on veut vraiment innover, il faut que dès le début, on se dise, c'est ça mon problème, je vois où est la première étape, et puis je vois dans l'idéal où est-ce que ça doit mener à la fin. Une fois qu'on a ça, on peut faire rentrer une InsurTech, ou on peut d'ailleurs décider de le faire en interne, on en parlera peut-être après. Mais vraiment, nous, l'idée, c'est que c'est un peu contre-intuitif, et c'est un peu contraire à ce qui peut être l'esprit de l'innovation, j'allais dire, dans des structures plus petites. Chez nous, il faut déjà que l'innovation soit hyper cadrée et qu'on sache où on va. On n'a pas beaucoup de place pour aller tenter 10 choses et en rater 9. Nos feuilles de route sont beaucoup trop complexes, nos systèmes d'information sont beaucoup trop lourds. C'est ce que dit Benoît. Dans l'idéal, nous, quelqu'un qui vient apporter une réponse à un de nos problèmes, on n'a même pas besoin de vraiment le plugger à notre système d'information, parce que dès qu'on fait ça, ça consomme tellement de budget informatique que ça ne devient pas rentable. Et donc nous, voilà, la clé, elle est là, c'est la clarté et la visibilité dès le début, les bonnes personnes et surtout une vision partagée de ce qui se fait. Merci. Quels sont... Oui, tu ouais, non, je trouve que tu ouvres une perspective intéressante, c'est la différence entre le POC et l'industrialisation. Ce que tu dis sur la complexité des interlocuteurs, c'est autant... je trouve que démarrer un POC, on va pouvoir le faire avec une personne du métier qui va vouloir s'emparer du sujet. Après l'industrialisation, ça rajoute quand même beaucoup de complexité pour nous. Hein. Vous êtes sur des métiers qui sont complexes. Quand on touche à des sujets clients, il faut aligner la direction conformité, SI, la direction métier, potentiellement l'actuariat, la direction de la distribution. Et c'est vrai que je pense aussi, nous on le voit, hein, il faut qu'on soit connu quand même de toutes les parties prenantes. Et notamment parce que vous avez beaucoup de décisions en interne qui se passent sans nous. Donc je dis souvent, on pitch une fois Continuity, mais ensuite il y a 10 autres personnes qui vont pitcher Continuity à d'autres gens en interne. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même tout ce travail pour préparer l'industrialisation, d'être connu des différentes parties prenantes. Alors ce qu'on fait parfois bien, ou parfois peut-être que vous nous trouvez un peu insistant sur le fait qu'on rentre par toutes les fenêtres, mais ça fait partie, je pense, de notre business, et on est un peu obligé de le faire. Alors du coup, donc, quels sont un petit peu les messages clés, le secret un peu d'un passage de POC à une industrialisation qui soit réussie? Quels sont les défis peut-être et les enjeux? Arthur peut-être ou... Nous, on a plusieurs gros défis. Je pense qu'il y a l'alignement des calendriers. Moi, j'adore quand Benoît dit qu'il est capable de faire des choses en 3 mois. Je vais rien vous cacher. Moi, je ne sais rien faire en 3 mois. Et donc, gérer cette frustration temporelle du fait que nous, quand on avance, vu qu'on n'a pas trop les moyens de reculer, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est pour s'assurer qu'on va le faire très longtemps. Ça, c'est quelque chose de difficile. Parce que, encore une fois, hein, le POC, on peut le faire assez vite. En revanche, l'industrialisation, chez nous, c'est un process très lourd et c'est un process dans lequel on s'engage pour des années et des années. Donc, on ne peut pas se permettre cette erreur-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où nous, on accélère, on est capable de mettre des moyens de manière exponentielle. C'est-à-dire que là où le POC était tout petit, l'industrialisation peut être monstrueusement grosse et qu'il faut qu'en face, on ait du répondant. Et là où moi, je suis capable de mobiliser des équipes de très grande taille très rapidement, forcément, une société comme Continuity va avoir une bande passante qui va être plus limitée et qu'elle ne va pas vouloir forcément dédier à un seul client. Et c'est tout à fait logique. Donc nous, il y a ça. Et ensuite, chez nous, il y a forcément une culture du changement à faire. C'est-à-dire que quand on industrialise quelque chose, c'est quand même pour le déployer à une échelle assez importante. Quand on déploie quelque chose d'innovant, ce qui est le thème aujourd'hui, il faut être capable d'accompagner les équipes, de leur faire comprendre pourquoi est-ce que c'est bien et de vraiment aller chercher les gains.
Et ça, c'est jamais simple dans quelque chose qui a l'habitude de vivre avec son stock de bonnes idées pendant des années et des années. Et donc nous, on a là-dedans un travail de pédagogie et un travail d'explication qui consiste, comme tu le dis assez bien, à aller repitcher finalement pourquoi on a choisi cette solution et ce qu'elle est capable de faire. Il faut qu'on soit capable de le faire en interne et il faut qu'on soit capable aussi de vous amener pour que vous prouviez la valeur que vous avez. Et donc c'est ça, nous, les grands défis qu'on a, parce qu'après, en termes de moyens, si on y croit, on est capable de les mettre. Non, c'est vrai que pour compléter, tout ce que tu dis est excessivement vrai. On est quand même dans deux natures différentes quand on parle de POC et d'industrialisation. Je pense que c'est... Et notamment, je pense que tu l'as très bien dit, le POC, ça sert à quoi? C'est à montrer qu'il y a un cas d'usage qui a de la valeur. Bon, sur ça, nous, on est entre guillemets assez bien placé parce qu'on sait faire une seule chose très focalisée. Donc l'intérêt de bosser avec une start-up, c'est aussi de défricher des cas d'usage assez rapidement et avec un coût limité. Ensuite, sur le passage à l'industrialisation, il ne faut pas se voiler la face. La question de faire en interne, elle est là et elle doit être saine. Et le défi qu'on a, nous, c'est est-ce qu'on va être capable de faire alors soit plus vite, soit d'apporter une solution toujours plus performante parce qu'on fait que ça, mais aussi surtout parce qu'on va être moins cher. Il y a aussi une question, comme tu le disais, c'est stratégique. C'est est-ce qu'on vient toucher à un actif stratégique ou un potentiel avantage compétitif? Je pense que c'est là aussi, on a nous mûri dans notre proposition de valeur et qu'on a clarifié au fur et à mesure des années de se dire on ne va pas toucher aux données de tarification, aux données de prime, on ne les demande pas. On ne va pas toucher à la donnée sinistre, pareil, on ne la demande pas. Parce qu'on veut être très clair sur le fait qu'on apporte, nous, une solution de meilleure qualification du risque. Donc, est-ce que vous avez bien compris quel était le risque que vous avez? Mais en revanche, on ne va pas venir toucher ce qui va être l'avantage compétitif de l'assureur. Et ensuite, il y a un sujet de ce que tu dis, passage à l'échelle. Il faut que le partenaire ait du répondant. Je pense qu'on ne l'avait pas forcément il y a quelques années quand on était 4. Maintenant qu'on est une trentaine, on a aussi cette maturité-là. Un tiers de l'équipe qui fait aussi de l'accompagnement au changement. Et puis après, le vrai terme, je pense, c'est courage. Je pense moi, je suis toujours très reconnaissant du courage de nos interlocuteurs en interne. C'est plus facile de choisir Microsoft, c'est plus choisir d'aller bosser avec Salesforce. Si ça rate, c'est pas grave, on a choisi les meilleurs, quoi. Aller bosser avec une start-up, on se met un peu plus sur la ligne, on se met un peu plus, on s'expose. Et voilà, donc c'est aussi, je pense qu'il faut, il y a du courage à monter des startups, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de courage à innover en interne et à vouloir déployer à l'échelle et à nous faire confiance quand, comme tu le disais, ça peut impacter plusieurs centaines de collaborateurs en interne. Du coup, alors quels sont un peu les facteurs qui permettent de définir si on souhaite internaliser ou externaliser un POC autour de cette vision du make or buy? Ouais, la vision du make or buy, c'est une question qui revient à chaque fois qu'on a envie de modifier quelque chose chez nous. Avec encore une fois, évidemment, il y a une feuille de route informatique globale, mais en théorie, on a les capacités de faire à peu près n'importe quoi. Et donc, nous, on a défini des règles assez simples déjà pour se faire une première idée. Si c'est pas cœur assurance, c'est beaucoup moins gênant d'aller faire du buy. Parce que c'est pas notre cœur de métier, ça va pas être très différenciant, et donc on est content d'aller chercher une solution externe si elle nous convient. Ensuite, sur le cœur de métier assurance, là, c'est plus compliqué, parce que évidemment, c'est là qu'on veut faire la différence avec nos concurrents. On voit deux choses. On voit un certain nombre de solutions qui seront, j'allais dire, commoditisées. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une start-up, ou en général une start-up qui est devenue une scale-up, qui a la réponse pour tout le marché, qui fait quelque chose très bien. Tout le monde va plus ou moins l'adopter, ou adopter des gens qui font de performance équivalente. Est-ce que ça vaut le coup, nous, d'aller essayer de faire une différenciation à Epsilon là-dessus? Probablement non. Et donc, il nous reste juste en interne les choses où on se dit, tiens, on peut avoir un coup d'avance sur ce qui fait dans le marché, ou, et c'est vrai que c'est un peu plus cynique, mais c'est la réalité, il y a peut-être une start-up qui a un coup d'avance, mais nous, on a forcément le coup d'avance de notre taille. C'est-à-dire que nous, on a la donnée, on a la vision marché et on a l'expérience des équipes qui nous disent, en fait, on est capable à la fois de rattraper le retard et ensuite de leverager sur tout ce qu'on a comme connaissance en interne pour faire encore mieux que ce qui se fera dans le marché. Parce que dans le buy, il y a quand même aussi une certaine forme de transfert d'intelligence sur les sujets cœur. Et nous, ça fait partie des choses qu'on regarde. Voilà, à Covea, on a 15% de part de marché sur l'automobile. Forcément, si jamais on travaille avec une start-up, qu'elle apprend des choses avec nous, est-ce qu'elle va aller les donner à des concurrents qui ont des parts de marché inférieures? Ça, c'est dans notre réflexion aussi que ça arrive.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on en dessine les contours. Et évidemment, il y a toujours des exceptions, parce que des fois, on doit faire face à des urgences, des fois, on a besoin d'une agilité qu'on ne trouve pas, des fois, on a aussi besoin de se donner un petit aiguillon en interne pour retrouver l'envie d'innover sur un sujet où on a fait preuve d'un peu de complaisance envers nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on dessine ces lignes-là. Et une des grandes difficultés, moi, je trouve qu'on a, c'est à être clair avec les startups avec qui on parle, pour savoir sur tel sujet, voilà comment on voit les choses, ça rentre dans telle ou telle des catégories que je viens de décrire. Je pense que c'est vrai. Je pense que nous, les meilleurs partenariats qu'on a là-dessus, c'est aussi on est au clair avec nos partenaires. D'ailleurs, ils nous disent, on va tel cas d'usage, on commence avec vous parce que vous avez déjà assemblé l'équipe, vous avez déjà plusieurs années d'avance sur tel sujet. Autant sur tel cas d'usage, on le fera toujours avec vous. Autant sur tel cas d'usage, on est aussi en train de réfléchir à le faire en interne. Et j'ai envie de dire, c'est normal et c'est préférable qu'on se le dise. Et puis après, nous, on essaie on relève le défi, quoi. Est-ce que prouver qu'on va être moins cher, prouver qu'on va être meilleur. Il y a parfois aussi de la pédagogie à faire sur. Vous faites aussi beaucoup de POC en interne. Et parfois, il faut aussi faire de la pédagogie entre faire un POC et ensuite l'industrialiser, être capable de rafraîchir des bases de données, les croiser, les mettre à jour, etc. Ça coûte aussi de l'argent. Donc ces éléments-là. Mais en tout cas, il n'y a pas de fausse pudeur à avoir. Enfin, on sait qu'on s'attaque sur une fonction qui peut être considérée comme cœur, et autant se le dire, quoi. Je pense que moi, c'est un discours qui me va très bien. C'est utilisez-nous pour, en gros, faire des POC, prouver que les cas d'usage ont du ROI. Ensuite, si vous avez besoin d'accélérer la transfo, bossez avec nous. Vous pouvez avoir de très grosses ambitions sur la data et aussi de vouloir réinternaliser des sujets, mais parlons-nous, quoi. Enfin, c'est pas un tabou. Et donc au début justement de ces partenariats, comment gérez-vous les aspects de sécurité et de conformité dans le cadre de ces partenariats ? Nous, avec l'expérience, c'est vraiment devenu le prérequis numéro 1. En fait, cette discussion-là, dans l'idéal, on l'a extrêmement tôt, parce qu'on a eu trop de cas où on avançait sur la partie technique et, j'allais dire, intéressante de la solution, et où à la fin, on se rend compte qu'en fait, ça va être mis sur un cloud public, sur un cloud américain, que ça ne nous va pas, que c'est pas conforme à notre vision du RGPD. Et donc, on s'est rendu compte que cette barrière qu'on mettait à la fin, en fait, il faut la mettre au début. C'est ce qui épuise le moins du monde en interne et le moins du monde en externe. Et donc ça, c'est pas facile parce que, si j'en reviens à cette question de calendrier et de timing, faire dès le début cette due deal sur quel va être l'aspect sécurité, quel va être l'aspect conformité, c'est pas évident de le faire dans l'urgence. C'est pas comme ça que travaillent ces équipes-là. Et c'est pas non plus évident, je pense. Toutes les startups n'ont pas encore pris le pli de se dire si je suis pas capable de répondre à ça, en fait, j'aurais même pas le droit de vraiment aller pitcher. Mais pour moi, c'est la clé et c'est la grande inversion qui a eu lieu ces dernières années. On voit en plus que les régulations sont de plus en plus importantes. Et nous, les grands groupes, on travaille beaucoup dessus, on n'arrête pas de les implémenter. Je pense que c'est dur pour les petites structures de suivre le rythme. Et donc nous, on doit vraiment faire cette vérification-là dès le début, au risque de se planter méchamment. Donc moi, je vais vous faire sourire. Le premier POC qu'on fait dans l'histoire de Continuity, c'est 2019, et on va voir un grand assureur, on lui dit on a envie de tester si en croisant de la donnée externe, on est capable de trouver des contrats pas à jour dans ta base client. Il dit ok, donc tu es en train de me demander de partager une partie de ma base client. Il dit oui. Donc le premier livrable de Continuity, ça a été un plan de conformité. Donc on a commencé par ça. C'est pour vous dire aussi à quel point c'est crucial et dans l'ADN. Ce que je dis, c'est le prérequis. Même avant de faire de la tech, on a fait des plans de sécurité. Aujourd'hui, ça reste pour nous, on le voit comme un avantage compétitif dans notre proposition de valeur. C'est un sujet qui est porté en perso par un des cofondateurs. Et je pourrais vous faire la somme de tout ce qu'on dépense en avocats spécialisés sur ces sujets. Mais je pense que ça doit être notre deuxième ou troisième plus grosse dépense chez Continuity après le loyer et le staff. Donc voilà, je pense que c'est juste un prérequis, quoi. Faut le faire. Faut montrer patte blanche, montrer patte planche vite. Et après, on bosse bien parce que moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de maturité aussi côté assureur. Hein. Je pense qu'il y a quelques années, c'était on ne veut pas prendre de risques du tout. Et je trouve que maintenant, on a des interlocuteurs quand même très éduqués, aussi bien côté RSSI, conformité, RGPD. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on arrive à... Quand il y a une vraie volonté de travailler ensemble, c'est jamais un bloqueur et quand on a les sessions de travail, on trouve des solutions. Oui, et nous, on est capable de mettre des moyens pour améliorer la solution d'un point de vue conformité d'une startup avec qui on a vraiment envie de travailler.
L'idée, c'est pas non plus de jeter des solutions qui ont l'air intéressantes parce qu'ils n'ont pas mis assez de moyens là-dessus. Merci. Peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les intérêts stratégiques au niveau de ces partenariats assureurs, au-delà, on va dire, de l'aspect commercial? Moi, j'en vois un qu'on évoque assez peu, mais il y a aussi dans les transitions et l'innovation qui sont en cours dans les grands groupes d'assurance, cette volonté de changer un peu les profils qu'on recrute. Et notamment, on essaye forcément de recruter des gens qui ont plus un profil, j'allais dire, data science. Et en fait, c'est un marché extrêmement concurrentiel, qui est plus large que celui de l'assurance. Et ces gens-là nous challengent pour savoir quelles solutions on est capable d'adopter de l'extérieur, savoir si eux vont avoir l'opportunité de travailler avec des startups de l'extérieur. Et donc, ça nous sert aussi comme vecteur de recrutement et comme vecteur d'attractivité, de dire, bah, moi, en fait, si tu viens chez moi, tu seras capable de faire des choses en concurrence avec les startups. Honnêtement, c'est un aiguillon hyper intéressant. Et nous, on leur vend quelque chose qu'on a, qui est cette donnée. Et ensuite, on est aussi capable de leur dire, mais attention, tu seras capable de travailler en interface avec ces gens-là. Donc, tu ne vas pas te retrouver broyé par une grande machine. Tu vas avoir le droit de toucher à l'agilité qui existe dans le marché parce que tu vas être un des points de contact en tant que data scientist ou spécialiste de ces questions-là avec des startups. Et donc, nous, c'est aussi là que c'est important de le faire et que c'est important de l'avoir de la com autour. Voilà, ceux qui étaient là hier ont pu entendre que Covea travaille avec Tractable. Un, on est content de le faire. Deux, on est content d'en parler parce que c'est quand même rassurant et ça donne une image de nous plus fidèle que ce qu'on pourrait en avoir de l'extérieur quand on essaye de recruter des talents. Nous, d'un point de vue stratégique, on n'existe pas sans les partenariats assureurs, donc c'est forcément stratégique. Après, je pense qu'on est... on a aussi BPI France au capital, donc on est aussi attaché à ce que sur ces sujets techno, on fasse quand même émerger, on essaie de faire émerger quelques acteurs locaux, au moins européens, pour qu'on n'aille pas acheter toute la tech et tout le logiciel chez des acteurs américains. Je pense que ça nous tient aussi à cœur. Après, comme tu dis de manière très intéressante, même moi à mon niveau, on doit pitcher l'assurance et le fait que c'est bien de bosser dans l'assurance et que c'est tout aussi légitime et en tout cas en termes de sens et de mission que d'aller bosser dans une boîte qui fait une start-up de climat ou une start-up médicale. Et puis après, je pense le point de vue stratégique, nous, on a on est beaucoup plus petit, donc on est beaucoup plus focalisé. Je trouve que ce qu'on fait bien, c'est aussi être capable d'assembler des métiers différents sur un cas d'usage. Et ça, je pense qu'on le fait avec plus de flexibilité ou d'agilité que peut le faire un grand groupe. C'est vrai que quand je vois aujourd'hui chez Continuity, on a une trentaine de personnes. C'est 5 data scientists, 5 data engineers. On a une dizaine de développeurs, front-back, 3 personnes au produit, 10 personnes au customer success. Et recruter, assembler, former toutes ces expertises dans un grand groupe sur un seul cas d'usage avec un engagement de le faire sur 5 à 10 ans, c'est aussi un peu, ça fait partie de notre proposition de valeur. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous souhaitez nous partager un dernier message clé peut-être sur cette table? Non, je sens bien aussi que ça fait plusieurs fois que tu parles d'internationalisation. Pour nous, c'est important de travailler avec des startups françaises. Voilà, on se fait labelliser aussi. On a l'habitude de travailler très français. Je pense notamment à MMA, on est labellisé là-dessus. Et donc nous, avoir des startups françaises, ça fait partie des choses qu'on valorise. Et donc les velléités d'expansion à l'international sont très bien, mais garder cet ADN d'assureur français pour les InsurTech, c'est quelque chose qui est valorisé. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des salons comme aujourd'hui, parce qu'on a un savoir-faire français très spécifique, les marchés d'assurance sont tous différents, leurs spécificités sont différentes, les réglementations sont différentes, et donc c'est aussi ça qui incite à travailler avec des startups, c'est que les grands groupes sont souvent des groupes américains, et que ça, on touche rapidement à des limites très fortes, c'est-à-dire qu'eux, ils les ont, les équipes de conformité. En revanche, les réponses qu'ils nous apportent ne sont pas toujours extrêmement satisfaisantes. Pour prendre ton point, je pense qu'on a de la chance dans l'écosystème AssureTech au sens large en France d'avoir quand même plusieurs acteurs de taille mondiale qui permettent de faire émerger cet écosystème. Et c'est vrai que sur la partie tech, on parle de foyer de formation. On a quand même des ingénieurs, des scientifiques de très grande qualité. Mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas exister, il n'y aurait pas autant de startups assurances si Covea n'était pas là, si les grands groupes mutualistes Niortais n'étaient pas là, si aussi les grands assureurs commerciaux comme AXA n'avaient pas leur siège de décision ici. Donc on est, nous, je pense qu'on est aussi, on bénéficie de ça à plein.
Et je pense que notre réussite, elle tient aussi au partenariat dans la durée qu'on va pouvoir nouer. Je pense que pour vous partager aussi, je ne sais pas si vous vous mettez dans nos chaussures, ce qui a le plus de valeur pour nous, c'est la visibilité. Et je pense un partenariat grand groupe start-up qui fonctionne bien, c'est un partenariat sur lequel on s'est donné une feuille de route sur plusieurs années. Alors ça peut paraître contre-intuitif, vous dites bon, une start-up ça se projette pas aussi loin. En fait si, ça se projette aussi loin parce que déjà comme tu le disais, c'est passer à l'échelle industrialisée, c'est pas pour arrêter dans 18 mois. Donc c'est forcément, vous allez sélectionner un partenaire qui peut vous accompagner sur plusieurs années. Et dans mes chaussures, moi, après pour aller chercher du financement, c'est aussi beaucoup plus simple si en fait on a des partenariats, on a des partenaires qui nous ont de la visibilité sur leurs besoins d'aujourd'hui, mais leurs besoins aussi futurs. Et c'est, je pense, là-dedans qu'on arrive à faire des choses gagnant-gagnant. Eh bien, merci à vous pour cette table très intéressante. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci à vous. Merci. Merci.